18h-19h sur CNews et Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. – 18h41, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Jean-Pierre Raffarin est là. Bonsoir, monsieur l'ancien Premier ministre. Bonsoir. Bon, monsieur le Premier ministre, d'ailleurs. Bonsoir, madame. Vous gardez votre titre à vie, c'est ça? Il paraît, oui, oui. Mais enfin, je m'appelle Jean-Pierre, autrement, c'est comme ça qu'on m'identifie en très bien, général. mais je n'oserais pas me permettre cette privauté avec vous. Monsieur le Premier ministre, Sciences Po a été à nouveau à la proie de manifestations pro-palestiniennes aujourd'hui. Les forces de l'ordre sont intervenues pour permettre aux étudiants d'aller passer leurs examens. J'aimerais juste vous faire écouter un échange qui s'est déroulé entre François-Xavier Bellamy, des Républicains, tête de liste des Républicains pour les Européennes, votre ancienne famille politique, face à Louis Boyard de la France Insoumise, député de la France Insoumise. Écoutez les arguments qui ont été échangés de part et d'autre. Des gens qui sont incapables depuis le 7 octobre de dire que le Hamas est une organisation terroriste n'ont aucun honneur. Écoutez, voilà, je le dis, c'est bon, je le dis. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous condamnez le fait, est-ce que vous condamnez que 15 000 enfants, venu pour rien, vous voyez, un député de la France Insoumise a reconnu que est-ce que vous condamnez le fait que 15 000 enfants aient été tués par Israël? Ces chiffres, ils viennent d'où, monsieur Boyard? C'est Israël qui les bombarde. Vous voyez, vous êtes incapable de répondre à la question. Il fallait aller porter la contradiction devant Sciences Po, Jean-Pierre Raffarin. Tout ça est un drame d'abord. C'est le drame de Gaza qui est d'abord le plus important et c'est là la tragédie. C'est le drame d'Israël aussi, monsieur le Premier ministre. C'est le drame d'Israël aussi, mais aujourd'hui, là, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit François-Xavier Bellamy. Qui est tout à fait légitime, mais ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, il se passe des choses à Rafah, il se passe des choses qu'il faut pouvoir cesser parce qu'on est dans une situation où on respecte même plus le droit international, les points de passage sont mis en cause, donc il y a quand même des sujets qu'il faut traiter. Mais au total, ce qui est désolant, mais qui est moins grave que ce qui se passe sur le terrain, c'est de voir Sciences Po s'auto-détruire d'une certaine manière, s'auto-fragiliser. C'est de la destruction totale pour vous? Je pense que c'est vraiment, je crois que c'était dit tout à l'heure. C'est la fin de Sciences Po. Ça pourra toujours se remonter, mais c'est quand même pour les gens qui cherchent aujourd'hui à trouver des cadres pour diriger leurs entreprises, pour diriger ça, ils trouvent que sans doute tout ça est assez irresponsable. Il ferait mieux d'étudier, c'est ce que doivent dire beaucoup de gens. L'immense majorité des étudiants veulent uniquement ça. Bon, voilà. Mais je suis pas sûr que ça soit idéal d'aller faire des débats politiques dans les rues devant les universités, parce que ça, je pense aussi que on encourage toute cette mise en scène, toute cette théâtralisation, et que nous sommes dans une période d'examen. C'est pas la période du théâtre, c'est la période des documents, des dossiers, tout ça, du travail. Bon, donc je trouve que c'est assez désolant pour ces jeunes, et je trouve vraiment dangereux que Sciences Po ne soit pas capable de rétablir l'ordre. Okay. Alors, sur la France Insoumise, l'attitude de la France Insoumise. Quand même les choses en place. On a connu le Vietnam, on a connu les étudiants ont toujours eu des grandes causes de misère mondiale et autour de ces causes-là ont toujours organisé des manifestations massives. Donc c'est pas forcément dans l'histoire quelque chose de très nouveau. J'entends, mais la question de la France Insoumise, la façon dont elle se sert d'une partie de la jeunesse, est-ce que c'est quelque chose qui vous pose problème, Jean-Pierre Raffarin? Oui, mais ça c'est pour ça que nous les qualifions d'extrémisme. C'est-à-dire que, autrement, quand on disait extrémiste autrefois, c'était l'extrême droite. Aujourd'hui, on voit qu'on a une extrême gauche et une extrême droite, et que toutes les deux ont des pratiques qui ne sont pas républicaines très souvent. Vous évoquez ce qui se passe à Rafah. Il y a une offensive armée qui se déroule évidemment du côté israélien. Il y a aussi une trêve qui est en train d'être négociée. Benjamin Netanyahou dit qu'Israël a envoyé une délégation au Caire où il y a des discussions qui sont en cours pour une trêve, un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, avec à la clé la libération d'un certain nombre d'otages. Il y a des marchandages qui se font de part et d'autre. Il faut que ces négociations aboutissent. Absolument. Il faut commencer par libérer les otages. Et là, je pense que c'est le préalable. C'est le préalable, parce qu'évidemment, Israël ne peut pas rester durablement dans cette situation. Non seulement il y a le 7 octobre, qui est le retour de la honte, mais il y a cette prise d'otage qui fait qu'on maintient l'horreur sur une population. Et donc, il faut naturellement libérer les otages, engager une négociation avec, naturellement, un cessez-le-feu et au fond, une organisation sans doute régionale un peu plus forte qu'annulée. Parce que le Hamas, après ce qu'il a fait, a du mal à être l'interlocuteur d'Israël. Et donc, il faut que les pays
du monde arabe qui sont solidaires. Il est disqualifié. Il est disqualifié. Et donc, il est clair qu'il faut que les pays arabes qui sont solidaires stratégiquement avec le Hamas, que ces pays-là organisent une coalition pour mettre face à Israël un partenaire avec lequel Israël puisse discuter et puisse aboutir à des négociations. Éric Revel, peut-être une question sur la visite du président chinois ? Bah oui. Je m'en doutais. Il est un ami de la Chine. Vous suivez donc l'actualité, ça me surprend pas de vous. Ça fait longtemps que vous êtes un ami de la Chine, Jean-Pierre Raffarin. Vous avez rencontré à plusieurs reprises. J'ai fait mon premier voyage il y a 50 ans. Voilà. 50 ans. Donc, vous voyez, un vieil ami de la Chine, enfin, avec beaucoup de respect, je vous dis ça évidemment. Je ne sais pas si vous avez lu la tribune publiée par le Figaro du président chinois, Xi Jinping. On a l'impression que la Chine veut accueillir à bras ouverts les entreprises françaises. Alors quand on regarde dans le détail, on voit que les voitures électriques chinoises vont sans doute envahir le marché européen. On voit que toute l'industrie des panneaux photovoltaïques a été en Europe a été décimée et qu'il y a 5 enquêtes de Bruxelles pour concurrence déloyale vis-à-vis du business chinois. Est-ce que vous avez toujours une position mesurée, friendly China, ou vous avez un œil un peu plus critique aujourd'hui? Ami de la Chine, friendly China. Non, moi je suis bon. Dites-moi, je suis. Alors je vais me clarifier une chose. Je défends les intérêts de la France. J'ai des missions. Les 4 présidents de la République m'ont emmené avec eux. Les 4 derniers m'ont emmené avec eux travailler avec la Chine pour défendre les intérêts des entreprises. Ça a été une mission. J'ai des missions officielles qui sont bénévoles. Et donc j'ai une attitude qui est une attitude d'ouverture du marché chinois aux entreprises françaises. Ce que je constate, c'est qu'il y a d'abord beaucoup de succès. Je discutais avec un grand patron de l'électricité récemment qui me disait quand même que la croissance ralentit très fortement en Chine, mais ils vont quand même faire 10% de croissance cette année. Il n'y a pas beaucoup de pays qui font 10% de croissance. Donc, on parle de Schneider, donc si vous voulez précisément. Donc, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont des réussites. Mais d'autre part, c'est vrai que c'est toujours le paradoxe chinois. D'autre part, il y a un certain nombre de menaces économiques. Et c'est vrai que la pire des menaces, c'est ce qui se passe sur le véhicule électrique. Ce qui serait complètement absurde, c'est que nos subventions faites avec les impôts des Européens servent à acheter des voitures chinoises. Donc, ce que dit Bruno Le Maire, il l'a dit avec fermeté, il a raison. Les produits chinois, ce que nous souhaitons, c'est qu'ils soient produits en France. Ceux dont nous avons besoin, il faut qu'ils soient produits en France. Donc, nous avons un commerce qui est déficit, mais nous avons aussi des investissements qui sont difficiles. Les Chinois investissent moins dans les usines en France que nous n'investissons, nous, dans des usines en Chine. Et pour cause. Il y a un protectionnisme chinois qui nous en empêche. Mais nous, on arrive à créer des usines en Chine. Les équipementiers, on dit nos voitures Citroën, Peugeot, ils n'ont pas de très bons résultats. Mais Faurecia, Valeo, Plasticomium, tous les 3, ils ont plus d'une centaine d'usines. Donc on a des résultats. Donc il faut parler toujours ça avec nuance. Il y a des menaces aujourd'hui, c'est clair. Et donc c'est clair qu'il faut parler avec fermeté avec la Chine. C'était inacceptable qu'ils attaquent le cognac comme ils l'ont attaqué. Donc c'est résolu ça en Chine c'est réglé. Il y a un moratoire. Donc c'est pas réglé. Oui, mais enfin c'est quand même mieux que de payer des taxes demain matin. Donc on a des discussions, c'est ouvert. Je suis allé discuter avec des autorités chinoises à Pékin sur ce sujet. Il y a eu des discussions à Paris hier, il y a ce moratoire. Donc il faut toujours un peu se battre. En fait, c'est toujours la même chose. On a un feu tricolore pour réguler nos opérations avec la Chine. C'est rouge pour la politique. Les droits de l'homme, tout ce qui est... Nous ne sommes pas communistes. Le sort réservé aux Ouïghours. Eux, ils n'ont pas envie d'être démocrates. Nous, on n'a pas envie d'être communistes. Donc, sur les questions politiques, c'est rouge. Sur les questions commerciales, c'est orange. Il y a du bon, il y a du mauvais. Et donc, protégeons le bon et défendons les choses pour qu'on puisse améliorer ce qui est mauvais. Et puis, il y a le vert qui aujourd'hui est très important pour nous, c'est l'action que la Chine peut jouer sur le plan international pour apaiser les tensions. Parce que ce dont vous parliez tout à l'heure sur les violences dans notre société, ce qui est clair, c'est que ça se passe dans toutes les sociétés. Et que pareil en Chine qu'en France. Il y a les mineurs de 15 ans qui il y a une violence. Non, parce que là-bas, ils sont arrêtés avant de... Voilà. Mais globalement, régime autoritaire. Globalement, dans le monde, et notamment dans le monde démocratique, il y a une violence qui s'étend partout, et donc il y a une forme de radicalisation de l'opinion. Donc plus personne ne s'intéresse vraiment au compromis, plus personne n'aime la médiation, plus personne n'aime la négociation. On veut toujours sortir du conflit par une certaine forme de brutalité. Et ça, c'est le cas avec les pays. Et aujourd'hui, on voit bien que tout se dessine, notre avenir, comme l'avenir d'une confrontation. Nous allons vers une confrontation. Et donc, il faut choisir, c'est la ligne de la diplomatie française, et c'est ce que choisit le président Macron, c'est d'avoir avec la Chine plutôt une logique de coopération,
avec fermeté, en gagnant les batailles qu'on veut gagner, et puis plutôt qu'une logique de confrontation. Jean-Pierre c'est ça qui est le danger aujourd'hui. Juste une question avant de passer la parole à Jean-Sébastien Ferjou. Ce qui se passe dans nos sociétés, la violence des mineurs qu'on évoquait à l'instant, c'est quoi? C'est le signe d'une civilisation qui s'effondre, qui se replie sur elle-même, qui est en voie de disparition en réalité? Je crois qu'il y a d'abord cette forme d'instantanéité de l'information, des réseaux sociaux, tout ça qui fait qu'on a des pulsions plus que des réflexions. Et donc il y a plus de grands débats, il y a plus vraiment de réflexion. On dit ça au moment où on célèbre la mémoire de Bernard Pivot. On a plus ce genre de choses qui sont très importantes. Et donc on a cette spontanéité. Pour moi, la violence et la guerre sont sœurs jumelles. C'est la destruction de l'autre. Et c'est ça sur quoi il faut faire très attention. Et aujourd'hui, on a la guerre en Ukraine. Et cette guerre en Ukraine, elle est à nos portes. Et elle nous divise. Non seulement le peuple ukrainien est la victime de cette tragédie, mais nous sommes divisés. Et le sujet avec la Chine aujourd'hui, c'est de convaincre la Chine que la guerre en Ukraine n'est pas l'intérêt de la Chine. Les États-Unis, aujourd'hui, ont pris possession un peu de l'Europe. L'OTAN était en mort cérébrale il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est la défense de notre pays. Ils nous vendent du blé, ils nous vendent des armes, ils nous vendent beaucoup de choses, du gaz. On interdit le gaz de schiste chez nous, mais on va en acheter chez les Américains. Donc, les Américains en profitent. L'Europe se divise. La Chine, elle va se trouver dans ce face-à-face avec les États-Unis, où aujourd'hui les États-Unis sont plus forts qu'elle. La défense américaine, c'est à peu près le triple de la défense chinoise. Même s'ils croissent de 10% par an, ils représentent à peu près le tiers des Américains. Donc aujourd'hui, il faut les convaincre qu'on a besoin d'eux pour convaincre Poutine d'aller un jour aux négociations. C'est difficile, mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que cette guerre en Ukraine affaiblit l'Europe, renforce les Américains, et donc c'est pas leur intérêt. N'est pas bonne pour eux. Jean-Sébastien Ferjou. Oui, Monsieur le Premier ministre, vous parliez de fermeté et de diplomatie, ce qu'on comprend évidemment comme objectif politique, mais on a aussi entendu parler, notamment François-Xavier Bellamy l'a dénoncé hier, d'intrusion chinoise, d'opérations d'espionnage, de déstabilisation aussi des démocraties occidentales. Un certain nombre de chercheurs l'ont établi. N'y a-t-il pas malgré tout une forme de naïveté dans la manière dont l'Europe et parfois la France gèrent sa relation avec la Chine en fermant les yeux sur quelque chose qui n'est pas juste le fait que nous ayons des modèles politiques différents, mais quelque chose qui vise à vraiment affaiblir le nôtre? Je ne crois pas qu'on fasse preuve de naïveté. J'ai bien connu Jacques Chirac, qui travaillait beaucoup pour la coopération de la Chine. Je vous assure que c'était pas un naïf. Et qu'il voyait bien, nous avons des services de renseignement, nous avons des services de contre-espionnage. On a quand même beaucoup d'informations. Nous-mêmes, nous menons des actions de protection. Donc, il n'y a pas de naïveté. Mais c'est vrai que les nouvelles technologies aujourd'hui permettent des puissances d'agir, permettent à des puissances d'agir de manière complètement aujourd'hui à la fois destructrice et en même temps très anonyme. Et donc, il faut pouvoir se doter d'un certain nombre d'outils. Donc, c'est vrai qu'il y a des menaces, mais c'est vrai que les menaces, on a appris, vous savez bien que les Allemands écoutaient les Français, que les Américains aussi nous ont écoutés. Donc, on est pris dans des systèmes aujourd'hui où tout le monde écoute tout le monde. Hein. Donc, il faut bien faire comprendre que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on puisse dire que cet univers-là, il est vraiment encore très bien régulé. Et si on n'est pas capable de réguler l'intelligence artificielle, on va avoir des problèmes terribles parce que maintenant on est capable de prendre une image et de faire dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a jamais dit. Et donc on voit bien qu'on est sur des menaces. Donc vous avez raison, il y a des menaces avec la Chine, il y a des menaces avec tous les pays aujourd'hui et il faut s'organiser pour traiter ça. Mais c'est pas pour ça qu'il faut aller à la guerre. Jean-Pierre c'est pas pour ça qu'il faut aller à la confrontation. On fait un constat très pessimiste là depuis le début de l'émission. Il y a quand même des raisons d'espérer. Quand même, rassurez-nous. Oui, il y a une raison d'espérer. Laquelle? C'est que les jeunes du monde entier veulent sauver la planète pour sauver l'humanité. Bon, et que ça c'est quand même un point très important. Il y a une cause, et je préférerais que les jeunes de Sciences Po se mobilisent pour défendre la planète, comme l'ont fait un grand nombre de lycéens, partout dans le monde, à Shanghai, à San Francisco, à La Rochelle ou ailleurs, ils sont sortis pour dire « défendons la planète ». Donc il y a quelque chose dans l'esprit des jeunes aujourd'hui, que la planète est en danger, et que ce qu'il faut, c'est sauver l'humanité en sauvant la planète. Là, il y a une cause, et je pense que, alors qu'il y a des tensions partout dans le monde, il y a une occasion là d'écouter un peu la jeunesse, et je pense que la jeunesse, pas celle qui est dans la rue à Sciences Po, mais celle qui est partout dans le monde aujourd'hui, sur ce consensus. Vous savez, on fera pas la paix si on cherche pas des consensus dans les sociétés. Et aujourd'hui, le jeune américain, il pense comme le jeune chinois,
Ils pensent que pour ces enfants, il faut protéger leurs petits poumons, il faut faire attention à ce qu'ils n'aillent pas. Donc, je connais des jeunes fonctionnaires qui ont des promotions à Pékin ou à Shanghai, en Chine, même du Parti communiste, qui refusent d'y aller aujourd'hui parce que on dit là-bas en Chine que les enfants de moins de 12 ans sont très exposés à des problèmes de poumons avec la qualité de l'air. Donc il y a ces jeunes-là sont en éveil sur ces sujets. Profitons-en, organisons les choses et donnons-leur des responsabilités pour qu'ils essaient de nous expliquer vraiment les combats de l'avenir. C'est leur avenir, plutôt que de nous mettre des combats qui sont les combats de l'actualité et de faire détourner les étudiants de leurs études. Merci Jean-Pierre Raffarin pour cette petite note d'optimisme à la fin de l'émission.